Bon, toujours dans le domaine du logiciel, mais cette fois-ci, c'est dans la conception du logiciel embarqué. On a une collaboration entre Yves Ledoux de Laboratoire Ligue et ArcSys. Et Yves, je pense que va nous parler un petit peu de qu'est-ce que l'ArcSys, en plus de Ligue. Et puis Denis Chalon de eTris Automation Square. Bon, voilà, alors, nous on va vous parler d'une collaboration qui est beaucoup plus informelle que la collaboration précédente et qui par contre s'est fortement appuyée sur la deuxième partie de la réunion, c'est-à-dire la partie cocktail, parce qu'il y a plein de discussions intéressantes qu'on peut avoir à cette occasion, discussions techniques, discussions sur comment fonctionne le système et qui ont permis à eTris d'engager un docteur à l'issue d'un processus de recrutement. Alors, je vais aussi vous parler d'autre chose qui est l'ArcSys dont je suis le responsable. Alors, je viens ici avec deux côtés, un côté pile, un côté face. Donc, côté pile, je suis un responsable d'équipe de recherche du LIG, de l'équipe Vasco. Et puis, côté face, je suis le responsable scientifique de l'ArcSys. Alors, très rapidement, je vais vous parler de l'équipe Vasco en intransparent. Donc, l'équipe Vasco, c'est une des 24, 22, 23 équipes du LIG. On compte 8 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs permanents, et on mène des recherches en tests logiciels, en validation de logiciels qui ne sont pas nécessairement des logiciels critiques, et on a pas mal d'applications pour le moment dans le domaine de la sécurité informatique, mais on est capable de tester des choses qui n'ont rien à voir avec la sécurité également. Donc, si vous êtes intéressé par des problèmes de tests et que vous vous posez des questions comme comment est-ce que je peux faire pour générer des tests pour mon projet, comment est-ce que je peux faire pour réduire mes suites de tests qui ont grandi au fil de l'histoire de mon projet, est-ce que j'ai un logiciel qui est testable, est-ce que mon logiciel a des trous de sécurité, ben, vous pouvez venir en discuter avec moi à l'issue de la réunion ou plus tard. Alors, je vais quand même surtout insister sur mon côté face. Donc, le côté face, c'est la responsabilité scientifique de l'ArcSys. L'ArcSys, c'est donc les ARC, ce sont des communautés académiques de recherche qui ont été mises en place par la région Rhône-Alpes à partir de la fin de l'année 2011. Il y a 8 communautés académiques de recherche en Rhône-Alpes. Leurs noms apparaissent ici. Donc moi, je suis le responsable de cette communauté, technologie de l'information et de la communication et usage informatique innovant. Alors, cette communauté académique de recherche a un certain nombre d'objectifs. Parmi les objectifs, il y a un objectif qui est un objectif de maillage géographique. Quand les dispositifs régionaux ont commencé à être mis en place, on a constaté une chose, c'est que les équipes de Grenoble ne connaissent pas les équipes de Lyon. Et en fait, on a essayé au fil de 2 dispositifs, un dispositif qui s'appelait les clusters de recherche et maintenant le dispositif ARC, de permettre ce maillage géographique et en particulier de faire collaborer des équipes de sites géographiques différents, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Valence et la Savoie. Et puis dans nos objectifs, on a aussi un objectif de collaboration avec le monde socio-économique parce que la région, on le rappelle souvent, elle n'a pas obligation de soutenir l'enseignement supérieur et la recherche. Et si elle le fait, c'est parce que l'enseignement supérieur et la recherche, c'est un moteur d'innovation et de développement socio-économique. Et donc, elle nous encourage évidemment à collaborer et à transmettre nos résultats au monde socio-économique. Et puis à prendre des problèmes intéressants aussi auprès du monde socio-économique. Alors l'ArcSys, on l'a vu, s'intéresse aux technologies de l'information et de la communication. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir un groupement autour de cela en Rhône-Alpes? Essentiellement parce que, comme vous le savez, Rhône-Alpes, c'est la 2e région de France pour l'industrie des TIC. Donc il est normal que la région pousse un de ses points forts. Alors, ça se traduit par quoi? Au niveau des actions de l'ARC, eh bien, il y a 3 types d'actions. L'action qui a le plus de succès et rencontre le plus d'écho dans la communauté académique, c'est que nous finançons, la région Rhône-Alpes finance des thèses qui doivent être des thèses co-encadrées par 2 équipes, une équipe à Grenoble, une équipe à Lyon, enfin, dans des endroits en tout cas géographiques bien différents. Et parmi les objectifs de ces thèses, eh bien, il y a le lien avec le secteur socio-économique. Alors pour vous donner quelques informations, l'année passée, on a fait un appel à projet, on a eu 80 propositions de thèses. Parmi ces 80 propositions de thèses, il y en a 18 qui ont été financées. Et parmi les 80, il y en a 54 qui affichaient un partenariat avec un acteur socio-économique.
Alors ce partenariat pouvant être très informel, c'était une lettre de soutien d'un industriel qui disait voilà, ce sujet de recherche m'intéresse et je le suivrai au cours de la thèse, mais ça pouvait aller beaucoup plus loin avec la mise à disposition de personnel, de matériel ou de ressources financières. Deuxième chose qui est l'une des actions de l'ARC, c'est les actions d'animation. Donc l'ARC soutient des réunions comme celle-ci, qui sont des réunions scientifiques ou qui sont des réunions de rencontres avec le monde socio-économique. On s'appuie sur des groupes qui sont des groupes existants et puis on essaye de créer des nouveaux groupes. Et puis la troisième chose, c'est favoriser les rencontres avec le monde socio-économique, mais aussi avec le grand public. C'est pour ça qu'on essaiera d'être présent cette année-ci à la fête de la science. Alors, donc l'ARC, Communauté Académique de Recherche, je suis trop loin là, oui, c'est ça. Donc ça correspond à quoi comme force en présence? Eh bien, on est présent dans, enfin, on fédère 42 laboratoires de la région, qui, d'une façon ou d'une autre, participent plus ou moins fort à l'ARC. Ça concerne quand même 1363 chercheurs ou enseignants-chercheurs publiant dans la région. Donc ça fait quand même une grande partie des chercheurs et enseignants-chercheurs qui travaillent sur les thèmes qui sont dans le titre de l'ARC. Alors on les a structurés en 3 thèmes. Un thème qui est orienté vers le matériel, vers la micro-nano électronique. Alors c'est un domaine dans lequel je suis pas le plus compétent. Hein. Il y a d'autres personnes ici qui comprennent certainement mieux ça que moi. Avec des sous-thèmes donc, qui sont microélectronique, photonique, radiofréquence, matériaux, des affaires liées à la chimie où je ne comprends rien du tout, et puis microsystèmes. Il y a un deuxième thème qui est le thème où le matériel rencontre le logiciel, et là on retrouve des recherches dans des domaines comme les systèmes embarqués, les systèmes communicants, le calcul haute performance, l'imagerie et les technologies de l'information et de la communication pour la santé. C'est le domaine dans lequel on a le plus de force, puisqu'il y a 707 chercheurs ou enseignants-chercheurs qui sont rattachés à ce thème. Ça correspond à 33 labos de recherche. Et puis dans le troisième thème, monde numérique pour l'humain et la société, eh bien là on va retrouver des choses qui sont liées à l'informatique et aux SHS, aux sciences humaines et sociales. Et là on va trouver des thèmes qui sont la web intelligence, le IH, les environnements informatiques d'apprentissage humain. C'est ce qu'avant on appelait l'EAO et c'est ce qu'aujourd'hui on appelle e-learning ou TIS ou ce genre de choses-là. On retrouve des choses autour de l'interaction, dont nous a parlé tout à l'heure Joël, autour des usages et autour de l'ingénierie de la cognition. Vous voyez que ça couvre pas mal de thèmes. Il y a certainement un de ces thèmes qui doit vous intéresser si vous voulez rencontrer le monde académique. Alors qu'est-ce qu'on peut vous apporter l'ARC6 ? La première chose, c'est ce réseau. On a quand même un réseau dans lequel il y a ces 42 laboratoires, il y a ces 1300 chercheurs et enseignants-chercheurs. Et donc forcément, si vous cherchez une équipe de recherche dans ce domaine-là, eh bien, elle se trouve liée à notre réseau. Si vous cherchez une équipe de recherche, eh bien, vous posez peut-être la question, comment est-ce que je vais faire pour arriver à trouver la bonne équipe ? Mais une des façons de faire, c'est de me contacter parce que j'ai une certaine vision de la cartographie des équipes et je devrais être capable de vous dire c'est à peu près de ce côté-là que vous allez trouver votre bonheur et je peux vous envoyer certainement vers un laboratoire qui s'intéresse à votre problème, voire vers une équipe, voire vers un chercheur dans certains cas. Donc ça c'est une première chose, c'est ce genre de collaboration informelle qui fait que on peut arriver à faire un recrutement ou à faire une collaboration avec une équipe de recherche. La deuxième chose, c'est nous organisons des journées de travail, des journées scientifiques, on soutient des conférences et dans la plupart des cas, vous êtes les bienvenus à ces conférences et vous êtes bien les bienvenus gratuitement. Donc si vous voulez assister à ces séminaires, à ces journées, eh bien, vous pouvez consulter le site web de l'ARC6 où ces journées sont annoncées. Et puis la troisième chose, ce sont donc les bourses de thèse. Donc les bourses de thèse, comme je l'ai dit, on en a reçu 18 pour l'année 2013. On impose le fait que ça corresponde à 2 équipes de recherche de la région et on souhaite vivement qu'un partenaire socio-économique soit associé aux thèses, ce qui fait qu'on en a eu 54 cette année-ci qui ont fait l'effort de rencontrer un partenaire. Voilà, donc là, si vous avez des sujets de recherche qui vous intéressent, vous pouvez essayer de nous contacter, enfin essayer de contacter nos équipes de recherche.
Et ceci est un support pour financer votre collaboration. Voilà, dernier transparent. Il y a moyen de nous contacter de diverses façons, de suivre ce qu'on fait, en particulier via le site web de l'ARC6, dont vous avez l'URL ici. C'est tout. On peut mettre en écran. Pardon. J'ai mis sur le mauvais bouton. Bon, comme Yves vous l'a présenté, notre collaboration a été très très informelle. Et donc effectivement, en tant que société, on a participé à des projets collaboratifs dans lesquels il y avait le lead. Dans l'occurrence, c'était pas avec des équipes de Yves. Ma société s'appelle Itris Automation Square, je m'appelle Denis Chalon. Dessus, il y a une plateforme de forage qui est représentée parce que là-dedans, il y a énormément de logiciels, il y a beaucoup de logiciels. Il y a des automates partout là-dedans. Ma société fait des outils qui permettent de faciliter le développement de programmes automates. Donc, on est un petit éditeur logiciel grenoblois dans le secteur des automates programmables. On a été créé en 1995. Au départ, on était un intégrateur système, c'est-à-dire des gens qui programment les automates pour des clients finaux. Par exemple, vendre aux clients finaux qui possèdent la station de forage. On a été repris en 2008 et depuis 2008, on est transformé en éditeur logiciel, c'est-à-dire que toute la technologie qui avait été développée durant les premières années, depuis 1995 en fait, maintenant c'est la seule chose qu'on fait, c'est qu'on la vend. On est 12 personnes avec une double compétence en informatique et en automatisme. Voilà. On fait des produits, alors c'est un domaine qui n'est pas forcément bien connu. Ça ressemble à du système embarqué en termes de contraintes, par contre c'est un monde qui est différent en termes de manière de programmer, en termes d'habitude, en termes de ce genre de choses. On complète les ateliers constructeurs, on est beaucoup trop petits pour se permettre de les concurrencer, donc on fournit des outils qui les complémentent. Et on a 3 outils, un outil qui s'appelle le converteur, qui permet de faciliter les conversions entre automates programmables de différentes générations, qui sont incompatibles les unes avec les autres. On a PLC Checker, qui est un outil qu'on pourrait comparer à du PC-Lint en informatique, on va dire, qui permet de vérifier des règles de codage et DocGen qui permettent de générer de la documentation. Notre objectif à nous, c'est d'améliorer la qualité des programmes automates, c'est ce à quoi on sert. Alors comment on fait pour améliorer la qualité des programmes automates? Eh ben, on prend des idées en fait, parce qu'on n'a rien inventé nous-mêmes, on a juste été récupérer des idées là où le secteur était plus en avance, on va dire, et notamment le secteur de l'informatique, des résultats de recherche et des choses comme ça. Par contre, après, vous allez la voir souvent, cette moulinette, on a besoin de les adapter, c'est-à-dire qu'en fait, quand on lit des papiers ou quand on communique avec des chercheurs, etc., on a besoin de simplifier. Nous, en plus, on est dans un cas qui est particulièrement... Enfin, il y a vraiment plein d'hypothèses simples dans notre cas, donc on a vraiment ce besoin de partir de ce que la recherche peut nous proposer, et ensuite on a besoin de la simplifier pour la rendre adaptable à nos utilisateurs finaux. Donc typiquement, le premier besoin, c'est il faut qu'on trouve des idées qui soient en ligne avec nos hypothèses à nous, qui correspondent à nos hypothèses à nous. Il faut qu'on ait un usage simple, parce qu'on est dans un domaine où les gens ne sont pas informaticiens, et du coup on est obligé de cacher en fait toute cette complexité. Et voilà, soit on prend des concepts qui sont compréhensibles, soit on les cache. Alors du coup, je vais vous expliquer comment Itris Automation Square a travaillé avec les labos jusque-là. Alors l'étape 1, ça a été la base. En fait, l'étape 1, ça a été lire des papiers et rencontrer des chercheurs. Donc on avait la chance à Itris d'avoir des gens curieux, qui étaient capables non seulement de lire les papiers, mais de les comprendre. Et donc ça a été une grosse source d'inspiration pour créer en fait la technologie de base qu'on utilise. Là encore une fois, il a fallu passer la moulinette pour vraiment récupérer ce qui nous intéressait et vraiment enlever tout ce qui était superflu afin que ça puisse correspondre à ce qu'on voulait. Donc typiquement, pour donner quelque chose d'un petit peu plus concret, notre technologie en fait se base sur un langage et dans ce langage on a une petite partie qui a été piquée au langage synchrone qui ont été développés dans les laboratoires du coin. Et par contre effectivement nous il a fallu qu'on simplifie énormément parce que par rapport
Par rapport à ça, on avait besoin d'une toute petite sous-partie de tout ce qui était disponible. L'autre partie, ça a été de rencontrer les chercheurs. Alors, c'est toujours super agréable. Les chercheurs sont des gens qui sont très curieux, qui ont envie de savoir, qui posent des questions, qui veulent comprendre ce qu'on fait. Et par contre, c'est jamais immédiat. C'est-à-dire qu'il est arrivé qu'on passe peut-être 2 heures ou 3 heures à essayer d'expliquer pour qu'on se comprenne en fait. Et en fait, nous, on avait lu les papiers, donc a priori, on pensait avoir le vocabulaire, mais en fait, non, il manque encore quelque chose. C'est-à-dire que la façon dont on s'exprime, nous, ça viole plein de principes académiques, on va dire. Voilà. Ce qui est très bien au niveau des chercheurs, c'est qu'ils ont la connaissance de l'état de l'art. Donc, c'est-à-dire que nous, on ne sait jamais ce qui est disponible. C'est-à-dire que quand on trouve une idée, on ne sait jamais si c'est déjà plein de gens l'ont déjà fait ou si plein de gens ne l'ont pas déjà fait. Et cette connaissance de l'état de l'art, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc, effectivement, on parle la même langue, mais ça ne suffit pas, des fois. Alors la deuxième étape, pour aller plus loin, ça a été des projets collaboratifs. Donc on a fait un premier projet collaboratif qui était le projet MIND, qui était un projet minologique, donc entre les années 2008 et 2011, avec lesquels il y avait pas mal de labos qui travaillaient dans ce projet. Et on a commencé cette année un projet brique générique du logiciel embarqué, des N4SE, où il y a également des labos. Alors, les points positifs, il y en a plein. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de rencontrer, on a la possibilité d'échanger, on a des réunions régulières qui permettent de constater les avancements, les problématiques de chacun. On peut avoir des discussions aussi informelles, un peu ce que le précédent interlocuteur présentait, c'est-à-dire la possibilité de porter des sujets qui ne sont pas exactement dans le thème du projet, mais sur lesquels on peut avancer. On se présente également mutuellement nos technologies, ce qui est intéressant pour recueillir des informations. Et en plus, on a, ce qui n'est pas négligeable, un cadre qui est bien défini. Ça aussi, c'était souligné par le précédent intervenant. C'est-à-dire qu'en termes de temps, en termes de budget, en termes de ce qu'on a à faire, on l'a déjà écrit sur le papier. Par contre, pour Itris, dans les deux projets, on n'a pas eu une collaboration directe avec les labos. C'est-à-dire que nous, on était une petite boîte. Le projet allait dans une certaine direction. Et en fait, on était simplement raccrochés à cette direction. Donc en fait, les labos qui travaillaient dedans travaillaient également pour le projet. Nous, on travaillait pour le projet, mais on n'avait pas vraiment un échange sur les thèmes qui nous intéressaient. L'étape qui est en cours pour nous de collaboration, c'est un projet long terme. Alors, le problème d'un projet long terme, c'est que c'est une tâche de fond, c'est pas l'urgence de tous les jours. Ce qu'on voudrait faire, c'est transformer notre outil d'analyse de code statique en quelque chose de plus formel, qui aille plus loin en termes de vérification. Donc en fait, si on parle à un chercheur, on va dire on veut faire de la preuve formelle de propriété fonctionnelle sur un programme synchrone. Alors ça, a priori, on a trouvé pas mal de gens qui travaillaient là-dessus. Et par contre, le problème, il vient quand on rentre dans le détail de ce qu'on veut faire. Là, c'est plus difficile de trouver des gens qui sont à même de nous répondre. Donc nous, notre problème, c'est on a une chaudière, on la commande, on ouvre la vanne de gaz, au bout de 15 secondes, il n'y a toujours pas de flamme, il faut fermer la vanne de gaz et on veut être sûr que le programme il fait ça. Voilà, donc ça, c'est le genre de truc qu'on veut faire, et on cherche une équipe qui soit capable de nous dire, oui, moi, le problème à lequel je me suis intéressé, certes, c'est de la preuve formelle, mais effectivement, les hypothèses sont bien adaptées pour résoudre ce genre de problème. Alors les étapes, du coup, là, je vous parle de choses a priori qu'il faudrait faire, mais qu'on n'a pas encore vécu. Il faut donc aligner les hypothèses, c'est ce que je vous dis. Alors nous, nos hypothèses à nous, c'est que déjà, on est monotâche, tranquille. On est synchrone, ça tourne toujours de la même façon. On a une stabilité des entrées pendant le cycle, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas des choses extraordinaires pendant qu'on est en train de faire le cycle. On a une architecture flow de données, on n'a pas d'allocation dynamique de mémoire, on n'a pas de pointeur. Enfin, on est vraiment dans un cas qui est plutôt a priori favorable. Et du coup, on trouve souvent des chercheurs qui, eux, sont intéressés à des problèmes beaucoup plus compliqués dans lesquels il n'y a pas forcément ça. Et ensuite, il faut trouver le bon labo. Donc c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire trouver une techno qui correspond à nos besoins et puis après industrialiser celle-ci pour correspondre à nos attentes. Donc aujourd'hui, on a fait chou blanc. Ouais. Voilà. Le dernier point, c'est qu'il faut aligner les besoins, les rythmes, les budgets. Donc les objectifs sont très différents entre labo et entreprise. Les rythmes, c'est pas forcément les mêmes. Nous, on est sur une démarche de fond, on n'est pas prioritaire, donc du coup, en général, c'est pas très intéressant pour les labos. Et qu'ils soient compatibles avec une PME. Nous, on a trouvé que le cadre le mieux pour faire ça, c'était de monter un projet collaboratif à venir. Voilà, la mise en place d'une collaboration effective avec un labo, c'est toujours en cours pour nous, donc on ne peut pas parler d'expérience qu'on a eue jusque-là. La région grenobloise, elle est particulièrement favorable pour faire ce genre de choses, étant donné on a vu les présentations, notamment de Yves, sur le nombre de labos. Et voilà. Par contre, avant de collaborer, soyez sûr que vous êtes aligné avec les labos avec lesquels vous allez
Voilà. Merci. Quelques questions? Oui, vous avez indiqué avoir fait chou blanc. Est-ce parce que vous n'avez pas trouvé de chercheurs dans les labos prêts à travailler avec vous? Donc on a fait chou blanc parce que pour l'instant c'est quelque chose qui est pas prioritaire pour nous, c'est pas quelque chose qui est clé. Du coup c'est de la tâche de fond. Du coup on met pas les moyens en face pour trouver. Non, clairement c'est plus ça notre. Après il y a pas mal d'opportunités. C'est-à-dire que si on tombait sur un peut-être on y est plus. Enfin il y a ce côté si l'occasion se présente, c'est plus facile. J'imagine que parmi les labos que vous avez cités, il y en a qui sont capables de résoudre votre problème. Oui, mais c'est pas le cas qui les intéresse. On en a rencontré plusieurs et a priori c'est. Enfin, C'est un peu trop simple. c'est trop simple. Une deuxième question? Il y a une autre boîte à Grenoble qui fait des logiciels pour automates programmables? Oui, certainement. Enfin, sur notre créneau à nous, on n'en connaît pas beaucoup, mais oui, c'est Parce possible. Il y a qu'on d'autres. a eu presque un projet avec, il était à Fontaine maintenant, mais là, qui font de tous les langages AIC. 631. Oui, oui. Elle s'appelle comment la société? C'est ça que j'ai oublié. C'est Il faut le dire au cocktail. Monsieur Charles, il s'appelle. Il était éditeur de logiciels de toutes ces langues des automates. On avait tenté de faire une cartographie aussi de l'industrie locale, justement, pour pouvoir facilement trouver ce genre de choses. Je ne sais pas s'il est à jour. Non. Bon, c'est peut-être quelque chose à noter. C'est trop Un des services de Grelog fait aussi, c'est aider les entreprises à trouver d'autres entreprises qui ont des expertises. Bon, une dernière question rapide, parce que... Et je voulais savoir, vous parlez de R&D tout long terme, ce qui est assez surprenant pour une TPE, PME, sur les besoins de R&D interne que vous devez satisfaire à court terme. Comment vous procédez? On se débrouille, on a les compétences en interne, mais pour l'instant on n'a pas eu de blocage ou de verrou qui nous. Donc vous appuyez sur vos ressources internes. Tout à fait. Vous avez des docteurs? Bon, ben merci. Grâce à IBM. Oui. C'est notre collaboration. Peut-être répondre sur la question cartographie. Oui. Il faut savoir que des cartographies, il y en a chez Minalogic. Et il y en a, enfin il y a en tout cas un effort qui est en cours chez Minalogic et il y en a chez Lardy. Oui. Et nous sommes évidemment en bonne collaboration et de communication avec Hardy et Minalogic. Et donc, je pense qu'il est important de mettre en commun nos cartographies, entre autres. Bon, ben merci beaucoup. Bon, je crois qu'on va rester un petit peu près du sujet de vérification et validation.